Des toques et des étoiles, le magazine culinaire du Conseil régional de Lorraine. On se retrouve régulièrement pour évoquer devant vous quelques-unes des spécialités culinaires d'une région qui fait honneur à la table française. Pour parler aujourd'hui des spécialités de la Meuse, on a avec nous Michel Roth, un habitué, un grand classique. Bonjour Michel. Bonjour Jérôme. Bonjour. Meilleur ouvrier de France, Bocuse d'Or, qui vient régulièrement dans cette émission apporter son savoir. Voilà. Exactement, avec beaucoup de plaisir. Et puis qui goûte aussi avec beaucoup de plaisir. Ça, il vous le dit pas, il l'a fait avant, il le fera après, même pendant, puisqu'on a des choses à manger. Exactement. On a Didier Bertin avec vous également. Bonjour Didier. Bonjour Jérôme. Caviste, œnologue et conseil sommelier. Conseiller sommelier. Les trois veulent dire la même chose. On va dire la même chose. Ça englobe la même chose. Voilà. Voilà. On va parler avec vous des vins de Meuse. Oui. On va aussi retrouver Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour. Blogueuse culinaire qui va nous donner des trucs et des astuces. On va tailler un oignon meusien sans pleurer. Voilà, exactement. Ça va être super, restez avec nous si vous voulez voir comment on fait. Et puis on a un invité aujourd'hui, c'est Alexandre Polmar. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme. Qui nous vient de Saint-Miel, qui est un boucher issu de la plus vieille famille de bouchers éleveurs de France. Oui, je suis la 6e génération. Voilà, et c'est chez nous que cette dynastie s'est installée du côté de la Meuse. La Meuse, petit rappel, spécialité culinaire de la Meuse. Le dragée de Verdun, la truffe de Meuse. Dragée de Verdun, truffe de Meuse. Il paraît qu'elles sont un peu plus fortes d'ailleurs que la truffe classique. Elle est très parfumée et marche bien avec certaines recettes salées. D'accord, donc à tester. Didier, une petite spécialité culinaire? Madeleine de Commercy. La fameuse Madeleine de Commercy. Il paraît qu'on peut la parfumer, la Madeleine. Il y en a qui mettent du roquefort, qui mettent... Oui, avec le fromage, ça va très bien, mais je la préfère personnellement nature parce qu'elle est tellement bonne. C'est notre réputation en plus. Fleur d'oranger, je crois. Oui, acacia, fleur d'oranger. Très connue par l'intermédiaire de Marcel Proust. Quand même, oui, c'est vrai. La fameuse Madeleine de Marcel Proust, effectivement. Voilà. Didier, merci pour ce moment de littérature, ça me fait plaisir. Jessica, une petite spécialité culinaire, allez. La confiture de groseille. Ah, il en manque, mon petit bouchon. Et là, je me souviens il en manque. Confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. Et une petite spécialité comme ça, le meusien, alors, notre meusien, Alexandre? Les rochers et les croquettes Saint-Miel. Ah, on aime bien aussi. Puis alors, on a les grands classiques, évidemment. La Mirabelle, elle pousse aussi, enfin, on la récolte aussi dans le département de la Meuse. Alors, dans la Meuse, Michel, il y a un endroit qu'on aime beaucoup ici, dans des toques et des étoiles, c'est le lac de Madine. Un complexe magnifique qui a été complètement refait, il faut le signaler, dans lequel on peut aller au restaurant. Il y a un très chouette resto à Madine. Très beau, moderne, mais en même temps très chaleureux. Voilà, qui s'intègre bien dans la nature. Alors vous savez que Madine, c'est un immense lac qui est à quoi, une petite heure de route de Metz, de Nancy et un peu moins d'une heure de Bar-le-Duc. Et on peut pêcher parfois dans ce lac. Et vous avez attrapé des truites qu'on va cuisiner ensemble. C'est ça, Michel? On a attrapé des truites, et des belles truites en plus. Donc truites, fromage, je crois aussi. Fromage de chèvre, oui. Voilà, avec un garçon qui est passionné de cuisine, dont vous allez nous parler juste après. Vous allez aussi découvrir un Michel sportif, Michel qui descend d'un bateau. Dans le vent. Voilà, dans le vent, du côté du lac de Madine, regardez. Donc Cédric, nous allons faire une belle recette avec de la truite de Saint-Miel, avec une sauce matelote à l'estragon et beaucoup de végétal, des asperges, des artichauts et du fromage de chèvre de Chaillon. Donc les truites sont là, elles sont très très belles, elles sont fraîches, elles sont fragiles en plus. C'est bon pour toi là? Très bon, nickel. Très bien, donc toi, moi pendant ce temps là, je vais attraper un peu de zeste. Il y a du kombawa là, on met un peu d'exotisme dans la cuisine lorraine. Voilà, donc ça, on met ça là pour le moment. Donc là, je vais m'occuper des artichauts, de tous les légumes. D'accord. Artichauts. Ce qui est important, c'est les produits aussi. C'est de connaître les produits. Donc c'est pour ça que en Lorraine, c'est vrai, on a la chance d'avoir beaucoup de produits. On a des poissons d'eau douce, on a beaucoup d'étangs, on a le gibier, on a du chèvre, on a beaucoup d'artisans qui ont de très bons produits, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ensuite, on va continuer sur ça, sur les ravioles, pas sur le fromage. Donc on va l'assaisonner sel, poivre. Tu assaisonnes pas trop, ensuite tu goûtes. Très bien.
Là, les asperges ont été épluchées. Là, je vais faire quelques lamelles d'asperges crues. C'est un peu qui est un peu de croquant, un peu de naturel. Bon, là, ouais, j'en ai fait une. Alors, je l'ai carrément, j'ai pas pris d'emporte-pièce, hein, je l'ai coupé un peu naturellement. Donc, j'ai mis un peu de dorure. Une bonne dose de fromage parce qu'il est vraiment super bon. Je pense que ça va plaire. Et ensuite, on remet une par-dessus, tu colles, tu coupes. Donc, la sauce, très important, hein, surtout en cuisine française. Bien sûr. Donc, échalote. Et donc après, on va faire réduire, on va mettre le fumée de fumée de truite que j'ai déjà passé. Et ensuite, on va légèrement crémer. Et on va laisser réduire. Après, on passera. En fait, ce qu'on va faire avec l'estragon, là, on va le blanchir avec le persil et on va faire un coulis d'herbe qu'on va rajouter dans la sauce. Ça, on est un peu sur les tendances modernes et traditionnelles. Et bien sûr, les échalotes. Je peux y aller, là, j'ai bien fait suer les champignons, les échalotes. Là, on a mis un petit bout, mais encore un peu. Bon, là, ça, on le met au frais. Ensuite, on va mettre de l'eau avec un peu de sel et d'huile pour pas qu'elles se collent entre elles et on va les cuire rapidement. Hein. Allez, on va laisser qu'il reste environ un quart. Hein. Un quart. Et là, on va commencer à mettre la crème. Voilà. Là, les asperges blanches vont être cuites. Il y a déjà les vertes qui ont déjà été cuites. Et les oignons qu'on a blanchis. Donc voilà. Toi, tu passes ça. On va récupérer que le jus. C'est vraiment le nectar, comme on dit, le nectar. Et ensuite, là, les artichauts, tu rentres les foies au milieu. Là, les oignons, je les ai légèrement caramélisés. Donc là, les ravioles. Donc, on a salé, on a mis un petit peu d'huile, d'olive. Donc, on a déjà salé. Là, on les plonge dans l'eau bouillante. Pendant ce temps, moi, je passe ma sauce au chinois, hein, on est d'accord hein. Le chef. On presse bien dessus pour bien sortir le goût des échalotes. Donc là, je vais mettre mes filets de truite dans la poêle, hein, Cédric. C'est pour la fixer la peau, la faire tenir. On est vraiment dans le côté naturel de la truite. Donc là, on va dresser. Hein. On va mettre un peu la garniture au fond. Notre poisson. Alors ensuite, égayer avec un verre. Alors les asperges crues, ça va donner aussi le croquant. Juste comme ça, posé dessus. Voilà, tout simplement, on fait couler. Là, tu peux mettre la sauce plutôt. Ça te plaît? Ah, c'est Tu joli. veux rester une assiette? Génial. Après, chacun sa manière. Après, c'est vrai que moi, les assiettes comme là, je me suis pas fixé de. Voilà, c'est venu un peu comme on a envie. C'est bien aussi. Voilà. Allez, la petite touche du chef. La petite touche, voilà. Super. Bon, maintenant, moi, j'ai envie de goûter aussi, hein, parce que je commence à avoir faim. Moi aussi. Allez, chef. Avec la sauce, là, direct. La truite. La raviole. Avec la raviole juste en dessous. Donc là, la sauce donc là excellente, si chef. on met ça à la carte, ça va être. ouais. C'est vrai que là, je t'ai fait découvrir un des trésors de la Meuse, mais je vais t'en faire découvrir un autre d'exception. On va aller chez Alexandre Polmar, éleveur boucher. Ça va être un grand moment. Super. Donc, on finit quand même. Alexandre Polmar, qu'on retrouvera tout à l'heure, on ira visiter vos établissements, Alexandre. Je voulais que vous réagissiez, Alexandre et Jessica, à ce qu'on vient de voir. Ça a l'air toujours très simple quand c'est Michel qui cuisine. On se dit, tiens, non? Comme dit papa, quand on voyait Zidane jouer au football, on avait l'impression que c'était facile, mais le ballon au pied, c'est compliqué. Michel, c'est le Zidane de la cuisine. Alors, il y en a un qui a dû être Michel? Oui, mais c'est surtout le comique qui était aussi très bon. Alors, justement, on va en reparler de ce comique parce qu'il a dû être très très heureux. On le voyait d'ailleurs à son museau. Hein, on va le revoir tout à l'heure. Il était vraiment content d'être avec vous. Il s'appelle Cédric. C'est ça. Il vient de finir sa formation de cuisinier. Qu'il a commencé à 27 ans. Il faisait un autre boulot avant, il a tout plaqué pour aller vers la cuisine. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, on va dire à la mode, la réinsertion des métiers. Donc ça se fait, on va dire. Ça se fait, alors à n'importe quel. Alors on dit toujours qu'il faut être jeune, mais non, il n'y a pas d'âge. Hein. Quand on est passionné, quand on a envie de faire des métiers comme ceux de la restauration, qui sont, c'est vrai que c'est incroyable ces métiers parce qu'on apprend tous les jours, les produits, on fait envie, on fait plaisir. En même temps, on n'est plus obligé de commencer la cuisine quand on parle comme ça, qu'on a 16 ans, qu'il faut être apprenti. Exactement. Tu vois. Non, mais par contre, il faut, on le voit, hein, il est avec moi, il regarde de tous les gestes, les techniques, il goûte, il participe aussi. Donc c'est ça aussi qui fait avancer
toutes ces personnes qui veulent vraiment changer de métier. Là, ils ont vraiment raison, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de Parce défis. qu'il y a un ingrédient qu'on peut développer quand on fait un métier comme ça, c'est la passion. Absolument. Ça porte, hein, ça permet oui. d'atténuer un peu peut-être la fatigue quand les journées sont difficiles, parce qu'on fait quelque chose qui vous plaît, non, Alexandre? C'est moins compliqué de se lever le matin et c'est moins fatigant. Après, ce sont des métiers qui sont très prenants, c'est 7 sur 7 et le soir, le matin, on se couche, on s'endort avec et on se réveille avec notre métier. Il y a quelque chose qu'on dit souvent dans cette émission et qu'on dit souvent dans les formations qui sont dispensées un peu partout, notamment par le conseil régional, c'est que ce qui est intéressant avec l'artisanat, c'est qu'il faut la tête et les mains. Il faut les deux, hein, faut jamais oublier ça. Vous étiez passionné parce que vous êtes passionné parce que vous êtes tombé dedans, Alexandre, parce qu'on rappelle que vous êtes la 6e génération de bouchers à Saint-Mihiel de la maison Paul Marat. Non, j'ai eu un père qui était trop passionné, donc j'ai pris un peu peur par rapport à ce métier-là. Et suite à une année d'études à New York, c'est là où je me suis rendu compte que la terre me manquait, la viande, et j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Donc j'ai fait le choix de rentrer de New York et d'apprendre le métier avec mon père. Alors, ce métier, c'est le métier de boucher, puisqu'on rappelle qu'Alexandre Polmar, vous êtes boucher. On va aller visiter dans un instant votre établissement. Regardez l'œil de Michel qui s'allume. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est là, il commence à cligner de l'œil. Ça commence par là, hein, quand on va voir les bêtes. Il paraît que le plaisir du cuisinier, c'est pas sympa pour les bêtes, mais c'est rien que de les voir, il se dit, alors là, je vais m'éclater. On a beaucoup de chefs comme Michel qui a été le premier à venir choisir ses bêtes sur pied à la ferme. Alors, la Meuse, c'est une terre d'élevage. Il suffit d'aller se promener. Je ne sais pas si vous avez récemment fait le trajet pour aller vous balader du côté de Verdun, de Saint-Mihiel, de Bar-le-Duc, du côté de Vaucouleurs. Vous savez, ces petites collines sympas, les champs qui sont très très verts. On sent qu'il y a de la verdure, il y a de quoi manger hein, pour les animaux. On sent que c'est une bonne terre. Ah oui, sur les côtes de Meuse, ils ont de l'espace. Nous, sur notre ferme au Camp des Romains, elles sont à moitié dans des parcs, à moitié dans les forêts. Donc, on va les regarder d'ailleurs. Il y a Michel là, qui arrive chez vous, hein, qui va aller découvrir justement. Là, on est dans l'endroit où vous élevez les bêtes. Exactement. Donc, ça s'appelle la ferme du Camp des Romains et on est sur le domaine de Saint-Mihiel. On est à côté de Saint-Mihiel. Hein. Exactement. Et là, les bâtiments où on est, ce sont le stade de finition de nos animaux. Donc, elles sont dans des box de par 5 et on vérifie que les bêtes ne soient ni malades ni en chaleur parce que ça change l'acidité de la viande et donc il ne faut pas à ce moment-là consommer la viande. Pardonnez mon ignorance, mais ce sont des vaches, des bœufs, elles sont charpentées. Hein. C'est quoi comme... Alors là, ce sont des jeunisses, donc des femelles qui n'ont jamais vélé. D'accord. Et elles sont élevées pendant 36 mois dans des parcs et des forêts avant d'être gardées 6 mois supplémentaires à l'intérieur des bâtiments. D'accord. Donc ces génisses, elles ont un peu pâturé, elles ont un peu vu le bon air meusien, quoi. Ah oui, été comme hiver, donc qu'il fasse plus 30 degrés ou moins 20 degrés, elles sont dans des forêts, elles ont des abris pour pouvoir se coucher sur paille, et donc avant elles ont une vie assez extraordinaire. Quand on les voit, là, elles sont à l'aise, hein, elles ne sont pas stressées, on voit qu'il y a de la place. Voilà, c'est important que les animaux bougent ou on a l'impression que ça va les rendre un peu musclés, non? Alors c'est surtout pour la couleur de la viande et la richesse en fer de la viande, puisque l'activité physique favorise la fixation du fer. Donc c'est ce qui nous permet, en travaillant des bêtes assez jeunes, d'avoir une viande avec un rouge pourpre. Voilà. Très très belle tenue, madame. Hein. Vous avez des clientes très bien habillées. On va regarder. Alors là, Michel, vous êtes allé dans ce qu'on dit la boutique, hein, chez les bouchers, dans le magasin. laboratoire. Hein, là, on voit l'arrière, le labo. Là, c'est toute l'équipe. Là, on est avec l'équipe. Là, c'est la partie de production. Donc, on va reconstruire tous ces laboratoires à neuf sur notre ferme. Et ça, c'est les laboratoires que mon père a créés dans les années 70. Ça, c'est quoi là? Alors ça, c'est le bœuf séché qu'on a vu. Ça, il faut le goûter. C'est tombé. Michel, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire connaître encore plus parce que. Un morceau de viande qu'on fait maturer 8 semaines. Ensuite, on le plonge dans la nacre de sel de Miac pendant 8 semaines supplémentaires. Et ensuite, on fait sécher 12 semaines. Alors, là, vous avez pris. Là, on sent que Michel, ça y est. C'est un faux filet, mais c'est un faux filet bien épais. Hein. C'était pas pour deux. J'ai même du mal à imaginer qu'on puisse cuire un faux filet de cette taille-là. C'est là où c'est formidable. C'est après à la tranche quand on coupe. Alors, bien arrosé, salé, poivré. Alors là, on n'a rien mis d'autre parce que la viande, elle est tellement succulente. Voilà, même à la tranche. Alors là, si vous êtes, comme on dit, viandard, là, vous allez vous éclater à regarder ça. Et à manger. Alors, d'ailleurs, vous l'avez cuit, Michel? Oui. Vous l'avez cuit comment? Poêle très chaude? Comment on cuit un bon faux filet comme ça? Oui, il faut une poêle très chaude, il faut que la viande soit saisie.
surtout pour qu'elle soit aussi croustillante autour, et bien sûr, il faut l'arroser, il faut la tourner et la laisser reposer un peu. C'est un petit conseil que je donnerais après l'avoir cuit, la laisser quelques minutes, la tourner pour que le sang se diffuse bien dans la viande et surtout, bon là, elle est carrément bleue parce qu'elle est tellement bonne, mais après ça dépend. Mais ce qui est étonnant, c'est de l'avoir, là, vous avez vu la viande comme elle est rouge à l'intérieur, alors que souvent les chefs, ou même on a tendance à choisir une viande qui est un peu marbrée, un peu persillée, qui est très bon, mais la viande d'Alexandre a quand même une particularité, je crois que ce serait bien que tu puisses la... En fait, l'objectif qu'on a dans notre famille, c'est de redonner à la viande une identité. Tout comme dans les spiritueux, qu'on peut retrouver un millésime, un domaine ou un cépage. L'objectif, là, c'est qu'on puisse retrouver une race, un éleveur et un boucher, notamment la viande Polmar. Et mon père a un dicton, c'est « élève et vends la viande que tu aimes manger ». Et on aime les viandes qui ont beaucoup de longueur, beaucoup de finesse, de féminité. Et le gras n'est pas mauvais dans la viande. La seule différence, c'est que ça donne plus d'agressivité, beaucoup plus de punch à la viande. Et nous, ce qu'on veut plutôt, c'est ce contraire-là. C'est pour ça qu'on travaille sur des viandes qui ont très peu de gras, mais on maîtrise la maturation, l'acidification. C'est ce qui permet aussi d'avoir une viande sans gras, mais qui a beaucoup de goût. C'est ce qui fait que, si je ne m'abuse, on déguste vos viandes dans le monde entier, Alexandre. Oui, depuis peu, on travaille beaucoup à Hong Kong, à Macao, donc en Chine, on travaille en Thaïlande, à Bangkok, on fait des livraisons dans beaucoup de Vous imaginez à Saint-Miel, dans le centre de Saint-Miel, ouais, allô Bangkok, oui, je vous envoie ça, tu vois. Pardon? À Genève et en Lorraine aussi. Oui, accessoirement, on peut aller à la boutique, elle est ouverte. Alors, on va continuer notre émission dans un instant avec un truc, une astuce de Jessica, avec une viande rouge qu'on va goûter là, tiens. Didier, une petite suggestion, c'était pas prévu, mais dites-moi ce que vous conseillez avec un tartare. On va rester sur la Meuse, on va conseiller un pinot noir. Carrément? Ah ouais? Pinot noir des Côtes de Meuse. D'accord. Enfin, un excellent pinot noir, d'ailleurs, avec le domaine de Musy. Ouais. La famille Liénard, Véronique et Jean-Marc. Bon, donc un petit pinot noir avec un bien tartare. frais, surtout à cette saison-là, c'est l'idéal. C'est quoi le truc d'un bon tartare, Il y Alexandre? a deux façons de le faire. Soit on le fait couper au couteau, soit on le fait hacher. Ouais. Après, moi, j'ai une préférence pour le hacher parce que les acides aminés sont exposés et on libère une saveur qui est apportée par l'exudat qui est beaucoup plus prononcée. Après, c'est qu'une question de goût. Mais un bon tartare, ce qu'il faut faire attention, il faut vraiment faire attention à pas assaisonner trop la viande, puisque comme lorsqu'une femme se marie, on lui met une robe pour l'embellir. L'assaisonnement d'un tartare, c'est fait pour embellir la viande et pas pour avoir seulement le goût de l'assaisonnement. D'accord, faut suivre, hein. Il y a des fois, faut suivre. Par contre, il y a l'assaisonnement, mais ce qui est aussi très intéressant avec les tartares, surtout avec cette viande qui est très raffinée, c'est de faire des créations. Par exemple, là, je crois qu'Alexandre en a deux, et dans une est plutôt tendance italienne, il va nous dire, et l'autre est plutôt japonisante, hein, c'est ça? Montrez-nous ou goûtez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Alors, Michel, là, vous goûtez lequel, celui-là? Là, voilà. Je vais. Alors, gingembre. Gingembre soja, donc on est un peu sur l'Asie. C'est très tendance, c'est très, très frais. Donc, c'est du tartare, on est d'accord. Avec du gingembre dedans. Du gingembre frais râpé et une sauce soja, une super sauce soja. Et donc, c'est aujourd'hui, à Paris, dans notre boucherie à Paris, à Saint-Miel, c'est le best-seller cet été. En même temps, le gingembre pour l'été, c'est très bien, messieurs. N'oubliez pas de tester un peu le tartare au gingembre. Quand on s'est connus avec Alexandre, on a créé derrière un tartare avec de la pomme fruit, de la pomme granit. Ça, c'est un petit peu pour cet hiver. Oui, avec un peu de calva, oui, c'est plus. C'est en hiver. Hein. Et du champagne. C'est quoi? Et ensuite, on est sur un tartare italien avec parmesan, tomates séchées, basilic et pignon de pain revenu dans le beurre. On va l'emmener à l'exposition universelle, ça à Milan, à la Maison France. Hein. Magnifique. Très bon. Donc, parmesan. Tomates séchées, basilic et pignon de pain revenu dans du beurre. Très bien. C'est un peu le pesto, quoi. Non, mais bon, on me sèche toujours. C'est pas grave. C'est pas grave. J'en mangerai hors antenne. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir Jessica qui va nous expliquer comment éplucher un oignon sans pleurer. Moi, je pleure déjà de ne pas pouvoir goûter ce tartare magnifique. On va mettre de côté pour vous. Pendant que je vais goûter à mon tour, enfin, ce fameux tartare, on va retrouver Jessica, blogueuse culinaire, qui va nous donner une petite astuce pour éplucher l'oignon sans pleurer. Couper les oignons sans pleurer. Ah, oui. Les éplucher, ça va. C'est déjà fait. On dit c'est bizarre, il a une drôle de couleur l'oignon. Ah d'accord, bon alors... C'est maintenant que ça vient. Alors, parce qu'on pleure quand on épluche aussi? Non. Parce que la dernière fois que j'ai épluché un oignon, Jessica n'était pas née. Hein.
Oui, bon, quand même. Hein. Non, mais si, non, mais- alors, on ne pleure que quand on le quick. Non, quand on épluche, il n'y a rien parce qu'en fait, ça pique parce que quand on coupe l'oignon à sa base, donc au niveau du bulbe, ça libère une enzyme qui, au contact d'une autre substance de l'oignon, produit des composants soufrés, on va dire. Et en fait, au contact d'un liquide comme l'eau ou les larmes, ça crée une sorte d'acide sulfurique qui fait qu'on pleure. Le problème, c'est que ça commence à piquer, donc on pleure, donc les yeux reproduisent des larmes en plus, et c'est un cercle vicieux et on s'en Et là, sort on se plus. rappelle de son ex, c'est l'enfer qui commence. Donc, il faut absolument que vous arrêtiez ce cercle vicieux, cher Jessica. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a plein de techniques, hein, comme mettre un masque de ski par exemple, ou des lunettes de plongée, ça empêche le gaz. Voilà, on est quand même dans l'extrême. C'est un peu compliqué quand même. Et sinon, les éplucher, enfin les couper sous l'eau froide, en même temps, sauf que c'est pas très écologique et en même temps on en fout partout, donc c'est pas pratique. D'accord. Donc j'ai voulu trouver une astuce qui permette de le couper sans, ou alors on peut mettre une allumette dans la bouche aussi. On a juste l'air un peu. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt prendre une échalote ou du gingembre? Ne brûle pas les yeux. Alors, et donc, dernière astuce, la vôtre. Alors, l'idée c'est de prendre une bougie, parce que c'est un gaz volatile et donc une fois qu'il est libéré, la bougie va l'absorber. Donc il faut quand même garder l'oignon assez proche de la bougie et à ce moment-là vous pouvez couper et même si vous coupez la base, c'est pas censé nous faire pleurer. Ça me fait pleurer de rire, moi. En fait, ça fait sourire. Et ça, Oui, c'est bien. ça. alors qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle coupe son Bon, je le coupe un oignon. peu avec, enfin voilà, D'accord. comme on peut. Vous voulez dire qu'on n'aurait pas d'équipement? Avec les oignons. Là on est loin de la technique de Michel quand même. Hein. Alors elle pleure Je vais pas pas. ramener mon couteau. Non, elle pleure pas. Regardez, elle pleure pas. D'ailleurs, pour le moment, nous non plus. Mais on va aller jusqu'au bout pour montrer que c'est Tire pas. les cheveux pour voir si ça marche pour toi. Tu sais, ça marche bien votre truc. Ouais, ben, Non, c'est bien. ça va. Pour l'instant, mais on va faire le test juste en dessous des yeux. À côté. Hein. Alors essayez voir Alexandre. Pourtant il semble très fort. Ah si, j'ai ma petite bougie aussi. Non, mais tout le monde a sa bougie. Voilà. Oh, il y a. Mettre bah- la bougie assez Ah proche. oui, alors ça c'est le truc, vous voyez, pour couper un oignon là avec, pour pas se couper le doigt. Vous voyez, il met le doigt derrière la lame du couteau. Ah oui, les vrais cuisiniers mettent. Ouais. Moi je suis pas. Regardez comme c'est magnifiquement découpé. Alors on va surtout pas J'étais à la montrer ce qu'a bonne fait école Jessica. Et ça va. Parce qu'il y a des gens qui c'est peuvent ce que voir je cette veux. émission dans le monde entier. Je voudrais quand même qu'on. Je voudrais pas qu'on croie qu'en Lorraine on ne sait pas couper un oignon. Ça marche. Eh ben, il pleure pas. Regardez, en plus il a les yeux bleus, il peut pas mentir. Et on va faire le test, vraiment, on va pas se brûler non plus, mais Non. Ah oui, je prends carrément. des risques là. Bon, on essaye. D'accord. C'est surprenant. Allez, rapidement. Alors, on essaye alors. Alors allez-y, Michel. Il a super vite, Voilà Michel. comment on fait. Hop, voilà. Ah, on est malin. Regardez la caméra, Michel. Est-ce qu'on peut voir vos yeux? Voilà, est-ce qu'on peut voir? Voilà. Il ne pleure pas. Et alors, comment on fait alors après? On fait comme ça? Une double protection, on va dire. Et ça sent bon l'oignon, mais ça, je pleure pas. Non, mais c'est une bonne Eh astuce. ben moi non plus, dis donc. Ça a l'air de fonctionner. Je connaissais, oui, le lot et tiède, mais ça, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, Donc bah, voilà, il faut écoutez, investir dans les petites bougies. Bon, c'est alors, ça, quand on va j'ai rentrer en failli, cuisine, regarder, j'ai failli vous regarder, mesdames, messieurs, en coupant, et j'ai bien fait de ne pas le faire. Merci Jessica, vous venez encore de Super. faire avancer l'humanité lorraine. Exactement. Ça nous fait plaisir. On rappelle votre blog, De l'île Jessie. ça fait gagner voilà, du temps. .com, hein, si je ne Point com. m'abuse, blog culinaire. En plus, ça fait Très bien, voilà, on a très bien. appris On quelque va voir chose. si on pleure aussi en buvant du vin. Il est possible que ce soit de plaisir. On va le voir avec Didier Bertin dans la cave aux étoiles. C'est bien, non? Franchement, on va pouvoir remettre plein d'oignons dans plein de trucs, c'est super. Voilà. Alors Didier, la Meuse, parce que je rappelle quand même que le sujet de cette émission, mesdames, messieurs, c'est la Meuse. La Meuse avec des vignerons, parce que c'est aussi une terre de vin. Bien sûr. Voilà. Depuis déjà, je pourrais me dire, 5 siècles, on cultivait déjà du vin à l'époque. Surtout du côté de la région de Bar-le-Duc, on parlait tout à l'heure de Saint-Miel, C'est pour ça qu'il y a des virages. Hein. Ouais. Déjà, il y a 5 siècles. Et puis on a surtout les coteaux appropriés aussi, hein, les D'accord. coteaux plein sud, comme on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, qui me disait prochainement il allait certainement planter de la vigne. Ouais. Ça, je trouve ça super parce que bon, il y a de plus en plus de producteurs meusiens qui s'y mettent. Déjà, c'est un gros travail de labour, on peut dire. Et puis, il faut du temps. Hein, entre les blancs en général et les rouges, il faut entre 5 et 10 ans pour vraiment avoir une production adéquate. Dans la Meuse, on a quasiment toutes les sortes de vins, Didier. Oui, on a les 3 Blanc, couleurs, on peut rouge. dire, blanc, Ouais. rouge et rosé. D'accord. Le rosé, on dit plus c'est un gris, hein, parce qu'on travaille plus sur des cépages pinot noir. Hein, les cépages, les roquettes, c'est une macération qui est relativement assez courte, hein, parce qu'on regarde beaucoup, c'est surtout la couleur. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené quand même un gris domaine de Musy. Hein, ça, c'est en plus de ça, il a un beau nom, la terre amoureuse.
Vous voyez, on revient aux sources. Alors quand vous montrez une bouteille, vous allez la mettre bien devant vous, parce que là, c'est hyper frustrant, parce qu'on voit le bout du bras et il nous montre pas sa bouteille. Non, voilà. Excusez-moi, Jérôme. Voilà, une bouteille, c'est comme une robe de mariée. Comme dirait Alexandre, c'est comme une robe. Parce que c'est la bouteille. Voilà, c'est bon. Alors là, c'est plus, non, c'est une bouteille blanche en fin de compte. Hein. On est plus sur un gris, ce que je disais à l'instant. Ils discutent tous les deux. Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Ça s'appelle Terre amoureuse. C'est beau comme nom. C'est très joli. Franchement. Alors, beaucoup pour être amoureux? Je sais pas, peut-être au troisième verre. Tout dépend de la personne qu'on a en face de soi. Hein. C'est dans quel coin de la Meuse, le domaine de Musy? En haut, en bas? Où est-ce qu'on fait du vin? On est vraiment plus sur le bas. D'accord. Hein. On est moins plus avant Verdun, on va plus. D'accord. À peu près ça, à peu près. Si je ne me trompe pas. Hein. J'ai été 2-3 fois, malgré que je suis lorrain. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un très beau département. Voilà, ça veut dire qu'il y va jamais dans le département de la Meuse. Voilà. Si, je vais de plus en plus souvent, parce que étant donné que le lac de la Madine, il y a une effervescence qui s'est fait dernièrement. À propos d'effervescence, on va en goûter d'ailleurs, parce qu'il y a du vin effervescent. Mais Jérôme, d'ailleurs, vous avez même caché la bouteille, elle est derrière vous. Là, on est en plus une méthode traditionnelle qui est très très bien. Là, on est plus sur un chardonnay. Alors, c'est des vins relativement assez secs, assez vifs, et qui vont très très bien à l'apéritif, comme sur un dessert. Ça, c'est pareil, c'est Musy? C'est le domaine de Musy, voilà. Très bien. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de domaines encore dans la Meuse. D'accord. Mais bon, je vais en citer. On va continuer à se promener. Allez, continuons, Didier. Après, on a la famille Pierson, qui est vigneron depuis une paire de générations, on va dire. C'est bien celui-ci, oui. Voilà, et c'est le domaine de Montgrignon, en fin de compte. Et là, on est sur un 100% Pinot Noir. C'est celui que vous nous conseillez pour le tartare au gingembre que nous a fait Alexandre. Une petite recommandation, c'est un vin qui mérite d'être ouvert un petit peu avant et qui peut être très bien servi à une température de 8-10 degrés. Je dis bien dans un seau avec de l'eau fraîche, non avec des glaçons. La progression, l'eau fraîche, voilà, ça va très bien. C'est celui qui est dans nos verres. C'est plus un vin d'été. Voilà, c'est celui qui est dans nos verres. Voilà. On va tester parce que franchement, il est rafraîchissant. On a le côté gourmand, fruité, et en même temps, si on peut en boire 2-3 verres, on n'aura aucun souci. Est-ce qu'un vin, c'est pas comme une robe de mariée? C'est-à-dire que vous regardez la robe d'abord. La robe est quand même un facteur indicateur du vin. Voilà, mais je comprends, Jérôme. Mais bon, c'est vrai que si on commence à aller sur les 3 phases, côté visuel, côté olfaction et gustative, c'est vrai que la robe, on va plus la distinguer par rapport au côté visuel des choses. Alors, quand on parle d'une robe, d'un vin, c'est un facteur qui donne le côté, je parlais tout à l'heure, les glycérols, l'alcool. Vous allez me dire que quand on regarde une robe, ça nous donne de la vigueur, etc. Mais on n'en est pas là. C'est bien. On peut pas voir les dessous d'une robe. D'accord. Bon, alors on va s'arrêter là. C'est pas pareil. On a fait donc le rouge. Voilà, côté alcoolisé. Tu peux encore voir parfois qu'ils font les arcades comme ça. Exactement. Alors là, on voit tout de suite la puissance du vin. C'est quand on fait comme ça, c'est ça? Quand on fait, je veux dire, comme ça, voilà. Voilà, on le regarde. Là, on voit les Bon, là, on voit un peu ça accroche un peu sur les parois du verre. On enchaîne, Didier. On a encore du vin à montrer. On a notamment du vin blanc, j'en vois là. Vin blanc. Alors, l'Auxerrois, d'ailleurs, qui était pour la recette de Michel tout à l'heure avec les truites. Ah oui, exact. Je l'ai vu sur le programme. Alors, ça, c'est très bien, parce qu'on est sur des vins relativement avec un peu plus de minéralité. C'est celui-là? C'est celui-ci, c'est le premier que je vous ai servi. Michel. Voilà. Oui, c'est celui-là. Et en même temps, on ne le voit pas, je crois, sur le reportage, mais j'ai rajouté un peu de vin blanc juste à la fin dans la chose. Pour déglacer. Oui, en fait, ça donne ce côté fraîcheur et le goût du vin. Voilà. Ça irait très bien aussi avec le tartare au gingembre. Ah, bah je vais en reprendre. Le tartare au gingembre, oui. Et avec le vin blanc, c'est bizarre parce que en fin de bouche, vous avez pu apercevoir, on a un petit peu le côté acidulé, un peu sucre résiduel. Et ça, c'est vraiment le côté qui va très très bien avec la viande. Mais je bois bien frais aussi, celui-là. Frais, j'y viens frais, attention, un vin, il ne faut jamais le servir au-dessus de 10 degrés. Je vais le servir au-dessus de 10 degrés, jamais en dessous de 10 degrés. Une autre sélection, Didier, parce que je vous connais, on va jamais s'arrêter. Mais si, mais il est passionné, je vous savez bien, cherche Didier. l'autre bouteille. Alors c'est encore Jérôme qui l'avait caché. Il est caché. Voilà. Alors on est sur un pot de Meuse toujours. Là on est sur un gris. Et là on est sur le domaine de le Gruy à Creux, exactement. Alors vous allez tout nous remettre dans l'ordre. Le domaine de Gruy à Creux, exactement. Qui se trouve à Creux. C'est donc le domaine de Gruy. En Lorraine, dans la Meuse. C'est pas compliqué. Si vous voulez trouver où ça se trouve, vous tapez domaine de Gruy. exactement. Voilà, à Creux. En tout cas,
quand on a un creux, on voit Voilà. un creux. Je t'ai même Voilà. dit, t'as ça. En tout cas, écoutez, franchement, vous voyez, ce qui est sympa, mine de rien, quand on parle de cuisine chez nous, on en parle toujours avec précision, mais toujours avec beaucoup de chaleur humaine, et ça, c'est le plus important. Merci en tout cas pour cette belle sélection, hein, Didier. On rappelle que vous êtes caviste et œnologue et que c'est votre grande passion que vous nous faites partager. Exactement, l'amour du métier, comme on en parlait chaque tout à l'heure fois. avec Ouais. Alexandre et Michel et Jessica. Voilà. Alors, Jessica, vos trucs et astuces, on les retrouve régulièrement sur notre site internet lorraine.eu. Vous retrouverez aussi pas mal de recettes, les émissions précédentes, parce qu'on voyage depuis un moment dans la Lorraine culinaire. Alexandre Polmar, on vous souhaite bonne suite. On salue Saint-Miel, on salue votre maison qui exporte notre Lorraine dans le monde entier. On en est très fiers. Merci à vous. Merci beaucoup. Didier Bertin, on vous croise dans les rues de Metz, mais pas que, dans les caves aussi. Bien sûr. Voilà, pour préparer nos émissions. Pardon, excusez-moi. Et Michel, écoutez, vous savez, Michel, vous qui êtes un Lorrain, que bah, ici c'est chez vous, que vous revenez quand vous voulez pour partager votre savoir de meilleur ouvrier de France. Toujours avec beaucoup de plaisir de vous retrouver tous ces passionnés, c'est formidable. Merci à vous. Des tocs et des étoiles que vous retrouverez très bientôt grâce au Conseil régional de Lorraine.